nous ne pouvons pas nous passer de secrets. Alors, on va parler des secrets problématiques, hein, bien évidemment, ceux qui empoisonnent les familles, mais il faut comprendre qu'il existe évidemment de bons secrets, des secrets structurants, hein. Donc, le secret fondateur pour la vie intérieure, hein, des choses me sont personnelles, mon jardin secret, et puis les secrets sont fondateurs pour la vie démocratique, hein, c'est-à-dire la possibilité de fonder une distinction entre ce qui me concerne seul, ma vie intime, et ce qui peut concerner l'organisation sociale. Il faut nous battre pour le droit au secret. Mais en même temps, les secrets peuvent être déstructurants. Et dans la langue française, il y a trois expressions qui sont assez intéressantes parce qu'elles montrent bien une progression. On peut dire garder un secret. Je décide de garder un secret. Je suis acteur. Voilà, je me protège en gardant un secret. C'est important que les enfants puissent garder des secrets et aménager leurs relations avec leurs camarades et puis nous aussi, adultes, avec nos amis, en organisant une zone de secret. On n'a pas forcément à dire tout ce qui nous motive dans nos décisions. Mais il y a une autre expression en français, c'est mettre dans le secret. Or là, c'est quelqu'un qui nous confie un secret. Il nous confie un secret dont on aurait bien préféré se passer. Après, ce secret peut nous empoisonner. C'est un peu comme une patate chaude. Donc à ce moment-là, nous nous sentons mis dans le secret. Vous voyez que se sentir mis dans un secret, ça indique bien que nous ne sommes plus l'acteur, mais c'est comme si nous étions dans une prison. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes qui nous confient un secret nous disent n'en parle à personne. Et donc, du coup, la question, on en parlera tout à l'heure, c'est est-ce que nous avons le droit de parler d'un secret lorsqu'on nous l'a confié sans qu'on nous ait demandé notre avis et qu'on nous a dit à la fin ne le dis à personne. Et puis on a encore une troisième expression en français, c'est mettre au secret. Vous savez que ça désignait les lettres de cachet sous l'Ancien Régime, la possibilité pour le roi d'enfermer quelqu'un de telle manière que personne ne savait s'il était en prison ou s'il était mort. C'est une expression qui est très utile pour comprendre qu'on peut parfois mettre au secret à l'intérieur de soi des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on a envie d'enfouir au fond de soi. Et on va voir comment c'est cela qui fonde justement une dynamique pathogène du secret. Mais vous voyez, les bons secrets nous rendent heureux, les mauvais secrets nous rendent malheureux. Des fois, il arrive qu'un secret qui nous rend heureux nous rende malheureux dans un deuxième temps. Petit exemple sur cette histoire des secrets qui rendent heureux et qui rendent malheureux. Une femme était venue me voir un jour parce que elle avait eu un enfant avec un amant qu'elle avait beaucoup aimé et elle avait caché cette histoire à son mari, à cet enfant, et puis elle vivait en paix avec cela. Et un jour, elle vient me voir, l'enfant est grand, et elle me dit maintenant ça m'empoisonne. Je lui dis mais pourquoi? Elle me dit parce que mon mari m'a quitté, et puis par ailleurs j'ai eu l'occasion de revoir cet homme, et il est disponible, moi aussi, nous allons nous mettre en couple, nous allons continuer notre vie ensemble. Et me dit-elle, je ne sais pas si je dois annoncer à mes enfants que je viens de rencontrer quelqu'un ou si je dois annoncer à mes enfants que je viens de renouer avec le père de mon plus jeune fils que j'ai beaucoup aimé par le passé et dont j'ai jamais voulu parler pour ne pas troubler ma vie familiale. Mais maintenant que mon mari est parti, je me sens plus libre d'en parler. Voilà. Donc, vous voyez comment quelque chose avec quoi on vit en paix peut tout d'un coup devenir problématique, sous l'effet de l'évolution de circonstances qu'on ne maîtrise jamais. Alors le secret pathogène, revenons à cette définition, vous voyez qu'on peut maintenant mieux le préciser, il ne suffit pas que quelque chose ne soit pas dit, il faut que quelque chose ne soit pas dit, hein. Il faut qu'il soit interdit de connaître le contenu de ce qui n'est pas dit. Alors là, il y a deux cas de figure, hein. Soit il est interdit de connaître le contenu, soit il est interdit de connaître l'existence du secret. Interdit de connaître le contenu, ça veut dire des familles dans lesquelles on dit, tu sais, il y a un secret dans notre famille, on t'en parlera plus tard, c'est toujours la formule consacrée. Ou alors les familles dans lesquelles on dit, il n'y a pas de secret. Alors quand une famille vient en consultation et qu'elle vous dit docteur, il n'y a pas de secret de notre famille, c'est pas la peine de chercher, vous pouvez être sûr qu'il y en a un. Alors pour ce qui concerne les secrets qui sont cachés quant au contenu, mais pas quant à l'existence du secret, un bon exemple c'est Hergé. Quand Hergé était petit, on lui disait, tu sais, il y a un secret, on va t'en parler. Tantôt on lui disait, tu sais, tu es issu d'origine illustre, et puis tantôt on lui disait, tu sais, tu es issu de quelqu'un sans importance, tout ça c'est compliqué, il y a un secret, on t'en parlera plus tard. Donc c'est ce qui a permis à Hergé de construire son œuvre autour de tout ce qu'il a imaginé, de ce qui pouvait lui être caché. Et puis, il faut encore, troisième condition, que cet événement soit vécu comme tragique. Il n'est pas forcément objectivement malheureux. Nouvelle anecdote que je vous résume en quelques mots. J'ai été mobilisé il y a quelques années
pour aider les gagnants des gros lots à la loterie nationale. Alors c'était formidable parce que j'avais devant moi une dizaine de personnes, l'air contrit, l'air malheureux, et chacun a commencé par se présenter. Évidemment, il n'était pas question de dire qu'ils disent leur nom, leur travail. Simplement, ils disaient ce qu'ils avaient gagné. Alors voilà, ils disaient, ben, j'ai gagné 3 millions, bon, pas de remarque, j'ai gagné 25 millions. Alors là, oh, le pauvre, oh, voilà, c'est dramatique. Alors pourquoi ils étaient là, ces gens? Ben, parce qu'ils avaient tous gagné des gros lots et parfois des très 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 gros lots et ils n'avaient pas su comment s'en débrouiller. Et cette chose était devenue un poison parce que ils ne savaient pas jusqu'où ils avaient le droit de se faire plaisir sans éveiller la curiosité et la voracité de membres de leur famille ou de voisins. Et donc du coup, en général, enfin même toujours, l'argent était placé dans un compte sur un autre département que le leur pour que l'employé des impôts locaux ne le sache pas parce que il pouvait parler aussi cet homme ou cette femme, voilà. Et dans des petites villes, des villages, endroits où tout le monde se connaît, voilà. Et donc cet événement dont chacun rêve, je prends un billet de loterie pour gagner le très 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 gros lot, c'était devenu un poison pour ces gens. Et ils racontaient évidemment, on reparlera comment le fait de cacher même à leurs propres enfants qu'ils avaient gagné le jackpot avait des conséquences dramatiques sur leur enfant qui évidemment le pressentaient, se mettaient à dépenser sans compter. Une fille se mettait avec un garçon qui manifestement était un escroc et cherchait à comprendre qu'est-ce qui avait pu changer dans la vie des parents tout d'un coup pour qu'ils s'achètent une très grosse voiture alors que jusque-là il n'avait jamais fait. Et donc voilà, du coup, un événement objectivement heureux qui devenait finalement subjectivement malheureux. Alors, trois erreurs communes en fait autour des secrets de famille, ça vous allez comprendre tout de suite, ben, c'est que l'enfant à qui on cache quelque chose le pressent toujours, mais il ignore de quoi il s'agit, c'est ce que je vous évoquais à propos de Hergé, l'enfant a l'imagination stimulée, donc il imagine, mais il n'est jamais sûr de taper juste, voilà. Les secrets ne sont pas forcément liés à des événements honteux, mais on verra qu'ils sont liés à des traumatismes mal élaborés à une génération qui fait que la génération suivante peut se demander si peut-être ce que les parents ont fait dont ils ne parlent pas ne serait pas quelque chose de honteux. Vous vous rappelez sans doute toutes ces discussions qui ont eu lieu chez des enfants de parents déportés qui étaient revenus de la déportation et évidemment ils n'arrivaient pas à parler de ce qu'ils avaient vécu pendant très longtemps parce que les médias n'en parlaient pas, la télé n'en parlait pas, la radio n'en parlait pas et donc ces parents gravement traumatisés par leur déportation n'en parlaient pas, il manquait de mots. Souvent ils avaient essayé au début, personne ne les avait écoutés, ils avaient renoncé à en parler et souvent, leurs enfants se disaient, mais si mes parents ne me parlent pas de ce qu'ils ont vécu, parce que les enfants ne pouvaient pas imaginer à quel point c'était abominable, parce qu'il n'y a pas de cours sur le nazisme à l'école, et donc les enfants se disaient, mais si mes parents n'en parlent pas, c'est sans doute qu'ils ont fait quelque chose de honteux. Ils ont mangé le pain de leurs collègues, ils ont dénoncé leurs collègues, ils ont survécu au prix d'actes honteux, et c'est parce qu'ils auraient accompli des actes honteux qu'ils ont survécu. Voilà. En fait, c'était pas du tout ça, mais comment ça montre bien, cet exemple montre bien comment, si la honte n'est pas associée à la première génération, elle va être associée aux générations suivantes. Et puis le fait qu'on verra que le secret ne s'oppose pas à la vérité, mais à la curiosité, à la communication. Si vous opposez le secret à la vérité, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment vous en débrouiller parce que la vérité est évidemment toujours inaccessible. Petite anecdote, une femme était venue me voir un jour parce que une tante lui avait dit, sur son lit de mort, hein, elle a dit, tu sais, je ne peux pas partir au ciel sans t'avoir confié un secret qui me taraude. Ta maman a eu un amant et ton jeune frère est né de cet amant. Et voilà, puis la tante était morte. Et donc, cette femme était venue me voir, me disant, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, je lui avais dit, oui, en effet, prenons le temps d'y réfléchir. Et cette dame m'avait dit, ben, il faudrait que j'en parle à mon frère, à mon jeune frère, qui donc ne serait pas né du père officiel. Je lui avais dit, ben, écoutez, prenons le temps, on va y réfléchir. C'est très compliqué, il ne faut jamais s'embarquer dans les histoires de secrets sans chercher à comprendre la fonction du secret. Donc, la dame vient me voir une fois, deux fois, trois fois, puis elle ne vient plus me voir, puis elle revient me voir. Elle me dit, vous savez, finalement, j'ai décidé d'en parler à mon frère, parce que c'est un homme assez bien équilibré, assez pragmatique, et comme il est très pragmatique, il a prélevé en cachette un peu de la salive de son géniteur officiel, notre père, et puis un petit peu de sa propre salive. Il a envoyé 2 échantillons en Allemagne, 2 autres échantillons aux États-Unis, tous les résultats sont revenus. Mon frère est bien le fils de notre père officiel. En d'autres termes, la tante avait raconté des salades.
Voilà, pas parce qu'elle était une vieille sorcière malveillante, mais parce que sans doute elle avait imaginé, peut-être que la mère avait eu un amant, la tante en avait été malmenée, jalouse, on ne sait pas, et la tante s'était inventé cette histoire, Dieu l'a à la fois récompensée et punie, elle a eu un enfant de son amant, voilà, puis à force de ressasser dans sa tête, ma sœur a eu un enfant de son amant, elle a sans doute fini par y croire. Donc si quelqu'un sur son lit de mort vous dit « je vais te dire la vérité », surtout, 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 ne le croyez pas, c'est une hypothèse parmi d'autres, c'est pas forcément la vérité. Alors,